De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Bédel Nicolas Biyangimbous, biologiste, et également avec nos éditorialistes Alfred Chango et Gemma Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. L'épidémie d'Ebola a dépassé la barre des 3000 victimes en Afrique de l'Ouest. 3 pays sont principalement touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. La propagation du virus a surtout révélé la fragilité des systèmes de santé africains face aux pandémies. Un reportage d'Idelette Mirabel Bissou et de notre correspondant en Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. L'épidémie de fièvre Ebola a révélé la fragilité des infrastructures sanitaires en Afrique. Les efforts des gouvernements à lutter contre cette maladie en particulier et les autres maladies telles que le VIH-Sida, le paludisme, les hépatites B et C, les diabètes et les cancers démontrent la volonté déployée pour aider les populations. Mais la précarité du système de santé publique reste une réalité incontournable et un frein aux attentes des États en matière de santé. Le manque d'infrastructures, le peu de moyens financiers, la baisse du nombre de médecins spécialisés sont autant de défis auxquels doivent faire face les pays africains pour garantir aux populations l'accès à la santé. La problématique des infrastructures sanitaires en Afrique refait surface dans les débats politiques à l'heure où les épidémies touchent le continent. Pour faire face au virus Ebola qui sévit depuis plusieurs mois en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les chefs d'État se sont penchés sur la question pour trouver une solution immédiate face à l'avancée meurtrière du virus. L'arrêt de l'épidémie, le relèvement pour répondre à l'impact et le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé des 3 États s'avèrent indispensables. Il en va de même du personnel sanitaire, dont l'accroissement, la disponibilité et la compétence demeurent garants du succès de notre lutte commune. Des mesures salutaires qui soulèvent les difficultés auxquelles fait face le personnel médical au quotidien dans les hôpitaux. Depuis la base jusqu'au sommet de la pyramide, même si des efforts sont fournis d'année en année, il reste insuffisant. L'épidémie Ebola a révélé l'absence de spontanéité des urgences dans les hôpitaux. Une situation qui démontre que le continent africain n'est pas encore préparé à assurer la gestion rapide des pandémies, alors que les nouvelles innovations technologiques et scientifiques tardent encore à être le credo dans la plupart des hôpitaux en Afrique. Face au virus Ebola, les pays ont renforcé leur système de sécurité sanitaire, des mesures qui n'ont pas diminué le nombre de victimes. La fragilité des infrastructures sanitaires interpelle les partenaires financiers du continent par rapport aux défis que cela représente pour demain. La crise d'Ebola a démontré la faiblesse structurelle de nos systèmes de santé. Il est évident que quand Ebola sera vaincu, et j'espère bientôt, il y aura d'autres épidémies, voire des pandémies qui exigent que nous soyons mieux préparés cette fois. C'est dans l'optique d'assainir le système sanitaire que les politiques de santé publique sont mises en œuvre depuis quelques années pour rénover les infrastructures sanitaires sur le continent. En Guinée équatoriale, par exemple, près de 300 dispensaires, une dizaine d'hôpitaux municipaux et provinciaux ont vu le jour ces 10 dernières années, mais également un hôpital à la pointe de la technologie implanté à Sipopo. Ici, à Sipopo, nous avons construit, comme vous l'avez vu, un hôpital. C'est un hôpital moderne avec tout un tas d'équipements. Nous n'envions rien aux autres hôpitaux parce que nous avons tout ici. Que ce soit la technique, les médecins aussi, ils ont les compétences suffisantes pour faire tout ce dont nous avons besoin dans cet hôpital. À côté de la problématique des infrastructures sanitaires, cohabite celle de la main-d'œuvre qualifiée dans les centres hospitaliers. D'ailleurs, les statistiques indiquent qu'en moyenne, le monde dispose de 13 médecins pour 10 000 habitants. En Afrique, on compte 2 médecins pour 10 000 habitants. Un chiffre qui ne donne pas satisfaction et qui explique l'absence de médecins spécialisés dans les services de santé, les longues files d'attente des patients dans les couloirs des hôpitaux et la cherté des services. Les frais de consultation restent suffisamment élevés et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau du gouvernement pour permettre à la grande majorité de la population d'avoir cet accès à la santé parce qu'aujourd'hui, beaucoup détournent ce système sanitaire pour pouvoir se soigner un peu
au bord des routes avec un certain nombre de praticiens qui ne sont pas agréés. Pour assainir le secteur, les États convergent leurs efforts dans les programmes de formation et de spécialisation. Avec 2500 médecins pour plus de 16 millions d'habitants, le Burkina Faso, qui alloue environ 13% du budget du secteur de la santé, ambitionne de renforcer les capacités de son personnel soignant. Nous avons besoin aujourd'hui de médecins spécialistes et donc nous avons un programme de formation de médecins spécialistes où nous visons à terme de ce programme-là de pouvoir former 1000 spécialistes que nous allons déployer sur l'ensemble du territoire pour améliorer la prise en charge des patients. Dans la dynamique d'une intégration sous-régionale des compétences, des universitaires estiment que fédérer les efforts dans le domaine de la santé contribuerait à combler certaines insuffisances des professionnels de santé. La solution se trouverait peut-être intégrer même l'éducation sanitaire dans les programmes d'enseignement, par exemple en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne pas partager les mêmes expériences? Au lieu de circonscrire la maladie dans un pays et laisser ce pays faire face tout seul à cette maladie terrible qui peut être à l'origine de la décimation de tout un peuple. Avec la demande en santé de plus en plus grandissante et exigeante dans les villes et les villages, une tranche de la population fait de plus en plus confiance aux services des hôpitaux privés. Avec la mise en œuvre des ajustements structurels dans les années 80 en Afrique, la multiplication des cliniques, qui est une conséquence des dits textes, est devenue très à la mode dans les grandes villes. Malgré la prolifération de ces nouveaux systèmes, l'accès à la santé des populations n'est toujours pas un pari gagné par les gouvernements. Le système sanitaire public n'arrive pas à prendre en charge toute la population du pays. C'est pour ça qu'on a recours à des cliniques privées, à des privés qui interviennent dans le cadre du partenariat public-privé. Mais il est important que l'État accompagne le privé pour que la grande majorité de la population puisse avoir accès à ces cliniques-là. L'Afrique a réalisé des progrès considérables en matière de santé publique. Le taux de la mortalité infantile a nettement diminué, passant de 220 à 45 décès pour 1000 naissances. L'espérance de vie des Africains était de 52 ans en 1990. Elle est passée à 56 ans en 2010. Néanmoins, des efforts restent à faire dans l'harmonisation des infrastructures sanitaires dans les villes et les villages, ainsi que dans la construction des routes pour faciliter l'accès aux hôpitaux. Pour atteindre le taux de croissance de 7% nécessaire pour réduire de moitié la pauvreté, le continent doit investir 5% du PIB dans les infrastructures et consacrer 4% supplémentaires aux activités d'exploitation et d'entretien de ces dernières pour améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur Biya-Gimbous, on va partir de l'épidémie d'Ebola, du virus Ebola, puisque c'est ce qui est actuellement au centre des préoccupations. Pourquoi est-ce qu'on rencontre autant de difficultés à endiguer cette épidémie? Alors, je pense que le reportage a expliqué, on a présenté plusieurs aspects du problème, le côté des infrastructures qui sont sur place et de ces systèmes de santé qui ne répondent pas au problème. Mais je pense aussi qu'il y a autre chose à ajouter, ce que, pour moi particulièrement, je pense que les infrastructures de santé sont pas seulement insuffisantes, le problème des ressources humaines ou le problème des plateaux techniques qui sont rudimentaires, mais il y a un réel problème de l'adhésion des populations africaines à ces systèmes de santé. Moi, je pense vraiment que les Africains ne se reconnaissent pas dans ces systèmes de santé. Je veux dire que l'OMS dit qu'il y a entre 10 et 15% seulement des Africains qui vont dans ce système de santé formel, et les autres vont ailleurs, à la médecine traditionnelle, à la médecine informelle, d'autres vont chez les pasteurs, et ce qui fait en sorte que ça ne peut pas, même tout cet argent qu'on investit dans la santé, ça n'apporte pas grand-chose, ça n'apporte pas le résultat. Parce que là, par exemple, pour circonscrire le développement d'un foyer comme Ebola, il faut la mobilisation des populations. Il faut que dans le village, on sache expliquer, apporter, aller vers les structures de santé, vers les dispensaires ou les hôpitaux pour dire que tel est malade et qu'on puisse, s'il n'y a pas de mobilisation, on ne le reconnaît pas. Mais actuellement en Afrique, très peu de personnes vont à l'hôpital. Très peu de personnes, on y va quand la situation est désespérée. Et tout simplement, comme je le dis, parce que je pense que ces systèmes de santé qui sont en Afrique
n'ont pas la confiance des populations. Alors pour quelle raison? Alors, parce que, il faut remonter à l'origine comment ces systèmes de santé se sont installés en Afrique. C'était sous le coup de la colonisation. Alors, sans aucune explication aux populations. On reconnaît, quand on regarde l'histoire, moi je connais par exemple celle du Cameroun, où des gens s'enfuyaient dans la brousse quand arrivaient des équipes des infirmiers. Et encore que ce système de santé vivait absolument à garantir la santé de la main-d'œuvre pour les travaux du colon. Donc, c'est un système de santé qui n'a jamais été accueilli par les Africains, qui frustre les Africains. Il y a quelques années au Cameroun, lors d'une campagne de vaccination dans les lycées, les enfants sortaient par des fenêtres. Ils n'entendaient pas ce qu'on disait dans les médias par rapport à cette vaccination. Mais on fait confiance aux médecins traditionnels du village. On fait confiance. Combien de femmes ne font pas suivre la grossesse, mais font confiance à la mère, à la maman accoucheuse du village. Donc moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est que le système de santé en Afrique doit être réétudié et réinventé. En partant de certaines sources pour faire vraiment des systèmes de santé dans lesquels le monde, les populations se reconnaissent, avec leur contribution et avec leur participation. Je vais terminer en vous disant, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé ces derniers temps depuis cette dernière épidémie, je parle de décembre 2013, et ce qu'il y a eu en décembre 2012 en Ouganda, où des populations se sont investies à accompagner le milieu sanitaire à la lutte, et comment ça s'est terminé, et qu'on voit en Guinée dernièrement, et dans les 3 pays où les gens attaquent des structures de santé, molestent des travailleurs du milieu de la santé, on comprend vraiment qu'il y a un véritable problème profond dans le système de santé en Afrique. Gémal, vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'il y a un manque d'adhésion des populations et un manque de confiance des populations dans les structures sanitaires en Afrique? Manque d'adhésion, je ne sais pas. Manque de confiance, il y a de fortes chances que oui. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions de santé comme lui. J'ai aussi préparé cette émission et j'arrive évidemment au résultat de ce qu'il a dit. Il y a un vrai problème. Le continent africain figure parmi les plus bas sur la liste des pays qui font de vrais efforts en matière de santé. On bat tous les records. Le taux de mortalité infantile est le plus élevé. Le taux de vaccination est l'un des plus bas, même s'il a fait des efforts. Il y a des vrais problèmes. Quand on fait un système de santé, on a des hôpitaux qui marchent, des médecins qui marchent et un système de pharmacie qui fonctionne. Ça n'est pas le cas, malheureusement, sur le continent africain. C'est un problème d'organisation, d'administration, de gestion, de régulation, de méthode. Tout ça, vous avez raison, est absolument absent. Ça ne veut pas dire que tout va mal et que des efforts n'ont pas été faits. La vaccination, j'en parlais tout à l'heure, a connu un vrai progrès. Il n'y a aucun doute là-dessus. On était 220 à mourir, on est de 45. Enfin, c'est toujours énorme. C'est toujours parmi les plus élevés au monde. Et il y a encore une fois un vrai travail. Quand on est des pays riches, on ne marche pas très bien en matière de santé. Quand on est pauvre, on ne marche pas davantage. Prenez le Gabon. C'est un pays qui tire de l'argent énorme. Le système de santé n'est pas extraordinaire. Prenez la Libye. 60 milliards de ses revenus de pétrole. Le système de santé ne fonctionne pas bien. Prenez la Tunisie, elle vit avec 5 milliards de dollars. Le système de santé va beaucoup mieux. Il n'est pas parfait, mais il va beaucoup mieux. Et il n'a rien à voir comme une mesure avec les autres. Et d'ailleurs, les Libyens se soignent en Tunisie. C'est d'ailleurs que le problème n'est pas seulement d'un riche et pauvre, il est beaucoup plus général que ça. Des efforts sont faits. Des efforts sont faits en matière de vaccination. Beaucoup de pays le font. Mais nous avons une culture dans nos pays. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes plusieurs pays divers avec des situations économiques différentes. Mais nous avons un point commun. Et nous avons souvent des maladies communes. Le sida, le paludisme, la lèpre, il paraît qu'elle a disparu, elle existe encore dans certains pays, ce n'est pas vrai. Et donc nous avons encore des soucis. Mais encore une fois, beaucoup d'efforts ont été faits et des efforts ont été faits sont encore à faire. Nous sommes encore, hélas, dans le plus bas du classement. Des solutions sont possibles. Et parmi les solutions, et je pense que monsieur ne me contredira pas, c'est les pôles d'excellence. Vous savez, quand on a voulu qu'une éducation nationale fonctionne, on a créé des écoles d'excellence. Ça tire le reste vers le haut. Un de mes amis médecins me disait cet après-midi une chose simple. Il me dit, voyez-vous, si vous voulez que le système de santé fonctionne, faites un peu comme à l'école, créez des cliniques d'excellence. Or, nous avons une culture de l'État. Nous avons une culture de l'administration et qu'on est persuadé, parce que la santé est encore largement, en Afrique, une question d'État.
C'est que tant que nous n'aurons pas compris qu'il faut évoluer par rapport à l'État et qu'il faudrait que des fondations privées créent des cliniques, il faudrait que des hommes d'affaires privés créent des cliniques, parce qu'on fait de l'argent et on gagne de l'argent dans les cliniques. Et donc nous n'avons pas encore cette culture de l'excellence. Et puis on a un problème majeur, c'est les médicaments. Et on en parle très peu. Les médicaments en Afrique sont souvent faux. Et le problème, c'est que quand bien même ils ne sont pas bons et qu'ils ne font pas de mal, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est qu'ils vous rendent encore plus malade. Et ils vous donnent des pathologies nouvelles. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que tout ça, à la fois, nous ne l'avons pas fait. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, nous avons besoin des états généraux. Parce qu'encore une fois, si nos problèmes sont différents parce que nous sommes différents d'un pays à un autre, nous avons besoin de faire un constat général, des états généraux de nos questions de santé. Je le disais tout à l'heure, il faut un peu d'organisation, il faut un peu de réglementation, il faut un peu de régulation. Et nous avons encore une fois besoin de poser ce que j'ai appelé tout à l'heure le triptyque. Un peu plus de médecins. C'est nécessaire. Un peu plus d'hôpitaux, sinon mieux d'hôpitaux. Parce que prenez l'exemple de la Libye. Il y a tellement d'hôpitaux, mais enfin ils sont vides là-dedans. Il n'y a ni médecins, ni équipements. Et donc nous avons besoin de tout cela, et puis encore une fois de la pharmacie. C'est-à-dire que le diagnostic est possible, nous avons besoin d'efforts. Ça ne veut pas dire, encore une fois, dans le tableau que j'ai dressé, que tout est catastrophique. Des efforts sont faits, certaines maladies ont disparu, et la vaccination va beaucoup mieux. Alfred, vous êtes d'accord avec l'état des lieux qui a été fait des structures sanitaires, des infrastructures ? C'est un vrai problème en Afrique, la question des infrastructures sanitaires, Fanny. Si on regarde attentivement quel était le paysage, mais rapidement, sanitaire à l'époque coloniale et aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a des différences considérables. Si je prends un pays comme la RD Congo, qui était à l'époque coloniale la référence en termes sanitaires, parce que les Belges avaient mis en place un système sanitaire très efficace, réparti en termes de zones de santé, alors rurales, et urbaine, et puis avec des centres de recherche de médecine tropicale, fonds médical tropical au Congo, et avec des médecins itinérants. À l'époque coloniale, ça marchait justement. On avait pu, par exemple, vaincre la maladie du sommeil, la mouche tétée. Et puis, il y a eu des politiques de résorption de la poliomyélite qui avait fait beaucoup de ravages. Alors il y a la question de la vaccination, il y a des programmes vraiment primaires de vaccination. Simplement aujourd'hui, il faut distinguer alors la médecine des villes et puis la médecine des campagnes. Cette médecine-là qui existait à l'époque coloniale, aujourd'hui, elle est plus ou moins défaillante. Dans les villes, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux publics qui dépendent du gouvernement. Simplement, là encore, il y a un problème d'équipement, il y a un problème de moyens. Des médecins sont là ou d'autres ont quitté les pays, sont partis ailleurs. Mais la question de la pharmacie, la question de l'accessibilité même des populations à ces soins, parce que ça coûte la santé. Et au fond, les populations n'ont pas le pouvoir d'achat qui leur permette effectivement de se soigner. Donc du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soignent eux-mêmes. J'étais à Kinshasa il y a quelques jours. Ironiquement, les gens me disaient, ben non, ici tout le monde est médecin, tout le monde est pharmacien. Et on a mal au crâne. Il vous dira, mais non, mais moi j'avais mal au crâne, j'ai pris tel médicament, prends tel médicament. Pourquoi? Parce que, mais oui, les soins, ça coûte. Et puis, j'ai vu cet hôpital de référence qu'on a construit à Kinshasa, l'hôpital du cinquantenaire. Mais alors, c'est un beau bijou, magnifique, sauf que le coût de la consultation est au-dessus des moyens du commun de mortel. C'est-à-dire que ne peuvent se faire soigner dans cet hôpital-là que des gens qui sont riches, qui sont aisés, qui ont des moyens. Et encore, beaucoup n'ont pas confiance, vont se faire soigner ailleurs, en Afrique du Sud, en Inde, etc. Donc il y a effectivement un véritable problème de confiance dans ces institutions, de la capacité des populations à y accéder, puisque ça existe. Donc, politique sanitaire à revoir pour permettre justement aux populations d'accéder réellement à ces lieux de santé. Et puis, il y a des incitations en même temps, en termes de formation du personnel, médecins et puis personnel médico-sanitaire. Ça, c'est aussi important. L'accès aux médicaments, la pharmacie, ça aussi, c'est un gros problème. Mais je terminerai par rapport rapidement par rapport à Ebola. Je pense que des pays comme la RD Congo
ont pris la mesure d'Ebola parce qu'il y a une politique. La maladie est partie de là en 1976 et que donc ils savent comment s'y prendre comme ils le font aujourd'hui à Bouendé, dans l'Équateur. Mais les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été frappés, la Guinée, Sierra Leone, Libéria, ont été surpris par la maladie et donc les structures médicales n'étaient pas préparées à cet événement-là. Merci messieurs. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le Cameroun accueille la 60e conférence parlementaire du Commonwealth. À l'ouverture des travaux, le président Paul Biya est revenu sur le thème de ce rendez-vous, le développement post-2015. Et les fonctionnaires comoriens ne sont plus payés depuis 3 mois, une situation que dénoncent les syndicats et l'opposition. L'État comorien fait également face à des difficultés pour financer les prochaines élections. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom.